dans mes archives, m'attendait le témoignage d'Édouard Collot, un psychiatre qui connaissait vraiment bien leur méthode. Et pour cause, il avait en effet suivi partout sur la planète l'un des plus grands anthropologues, Bertrand L., spécialisé dans la possession chamanique. Pour moi, l'exorcisme, c'est une réalité. Ce n'est pas une forme de médecine, c'est travailler avec le monde des esprits et faire en sorte que l'esprit du mal qui vous possède soit chassé, car l'âme peut être prisonnière d'un esprit, bien ou mal. Plutôt surprenant d'entendre le mot « âme » dans la bouche d'un psychiatre. Mais Édouard Collot n'est pas le premier. Carl Jung, le disciple de Freud, aurait même joué un rôle précurseur. Jung l'a théorisé en disant « je suis conscient d'un certain nombre de choses, et puis j'ai un inconscient ». Alors qu'est-ce que c'est que cet inconscient? C'est quand je fais des choses que je ne voulais pas faire. Cet inconscient, c'est le premier niveau. C'est l'inconscient personnel, individuel. Le second niveau, c'est l'état de conscience modifié. L'exemple le plus simple, c'est vous êtes dans un transport, et puis vous partez dans une rêverie. Et puis, tout d'un coup, vous sortez de votre rêverie, et vous vous dites, j'ai oublié de descendre. Donc ça, c'est le début d'un état de conscience modifié. Il y a une partie de moi qui suis là, et il y a une partie qui s'en va ailleurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir percevoir des choses que d'autres personnes perçoivent. Car à un niveau collectif, il y a une sorte d'espace, on va dire, virtuel, dans lequel les pensées circulent. Ce serait donc dans cet univers d'inconscient collectif qu'un esprit pourrait prendre possession de notre âme. La conscience de la personne est recouverte par une autre, qui lui est plus puissante, a priori. Donc une âme infestée, un esprit infesté, une conscience infestée est une conscience qui ne s'appartient plus. Dans le livre Le défi magique, satanisme et sorcellerie, Jean-Baptiste Martin écrit « Ernesto de Martino commence par relever que dans les cultures qui sont habituellement l'objet d'études ethnologiques, on a très souvent observé que certains états psychiques particuliers étaient très courants, comme si les indigènes semblaient y être naturellement prédisposés. Ces états s'installent à la suite de traumatismes ou d'émotions qui précipitent le sujet dans une condition particulière, caractérisée par la perte de l'unité du moi. » Autrement dit, l'ethnologue de Martino décrit ici une dissociation pouvant provoquer un fractionnement, quand il parle de perte de l'unité du moi, ainsi qu'une séparation du corps physique et du corps spirituel, créant une ouverture vers une autre dimension et l'accès à la possession et aux pouvoirs paranormaux. C'est un processus courant dans les cultures pré-industrielles, mais également pratiqué par les cultes sataniques lucifériens. En octobre 2014, l'émission 7 à 8 de TF1 a diffusé un reportage consacré aux Mahasong de Thaïlande, aussi appelés les chevaux possédés. Ces hommes, vénérés comme des dieux, entrent dans de profonds états de transe dissociative, se disant être possédés par des dieux. Dans ces états altérés de conscience, les Mahasong accomplissent des choses tout à fait extraordinaires. Le reportage a notamment suivi A.E., un homme de 36 ans, qui lorsqu'il est en transe parle avec la voix d'un petit garçon dans un dialecte chinois que pourtant il n'a jamais appris. Là encore, il est possible qu'il s'agisse d'un trouble dissociatif de l'identité, mais le reportage ne parle pas de traumatisme antérieur, ni d'amnésie suite aux états de transe de Ae. Selon Ae, la divinité qui prend possession de lui est un dieu enfant. C'est pourquoi il a cette voix particulière lorsqu'il est possédé. Le journaliste nous dit qu'il existerait même des dieux bébés prenant possession des Mahasong. Une fois en transe, ces hommes se transpercent les joues, les oreilles et la peau du corps avec de longues tiges métalliques. Ils ne montrent aucun signe de douleur et aucune goutte de sang ne coule. De grands chirurgiens français qui ont observé le phénomène ne l'expliquent pas, car les joues sont normalement une région très vascularisée et les sectionner peut même provoquer une paralysie faciale. Durant les cérémonies, les Mahasong, en transe, vont également prouver leur pouvoir par des défis insensés, comme de grimper sur une échelle de 18 mètres dont les barreaux sont des lames finement aiguisées, sans aucunement s'ouvrir la plante des pieds, ou encore de marcher sur des braises incandescentes sans se brûler. Des performances impossibles à faire sans de graves conséquences physiques, l'état de transe dissociative et l'aide des démons étant donc grandement conseillé dans ce genre de pratique. Mircea Eliade écrit que chez les Mandchous, la cérémonie de l'initiation publique comportait jadis le passage du candidat, du chaman, sur des charbons brûlants. Si l'apprenti disposait effectivement des esprits qu'il prétendait avoir, il pouvait marcher impunément sur le feu.
En 1992, dans un article intitulé Paranormal Experience in the General Population, dans le Journal of Nervous and Mental Disease, le Dr Colin Ross et le Dr Yoshi affirment qu'il y a un lien entre les expériences paranormales et dissociatives. Selon eux, les expériences paranormales seraient un aspect de la dissociation tout à fait naturel. Tout comme pour la dissociation, ces facultés psychiques peuvent être déclenchées par un trauma physique ou psychologique, généralement pendant l'enfance. Plusieurs études démontrent que de telles expériences paranormales sont plus communes chez les individus ayant un passé traumatique. Dans son livre The Osiris Complex, le Dr Colin Ross est très clair sur le lien qui existe entre traumatisme, dissociation et facultés psychiques. Il écrit « Selon mes données, analogiquement parlant, les gènes pour la dissociation et le paranormal sont étroitement liés les uns aux autres sur le même chromosome. Tout facteur extragénétique activant l'un aura tendance à activer l'autre, car ils sont reliés. Les traumatismes sévères et répétitifs de la petite enfance sont un de ces facteurs. Les personnes hautement psychiques ont tendance à être dissociatives. Une autre manière de voir cela serait de dire que les traumatismes ouvrent une porte vers le paranormal. Cette porte est habituellement fermée dans nos cultures occidentales, plutôt hostiles à ces choses-là. La fragmentation dissociative de la psyché suite à un traumatisme infantile va agir sur cette porte qui reste normalement fermée.